Bonsoir chers auditeurs et merci d'être à l'écoute de ce Libre Journal où nous sommes heureux de revenir pour la première fois depuis le confinement dans ces locaux, dans les studios. C'est plus une émission qui se fait par téléphone chacun chez soi. Et même si nous sommes un peu réduits en nombre, nous sommes quand même là avec Hilaire de Crémier que tous les auditeurs connaissent et qui fait partie de l'équipe de l'émission. Et ce soir, maintenant, nous recevons Jacques Boncompin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pour que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent, parce que je pense qu'ils ont déjà eu l'occasion de l'entendre pour ses ouvrages précédents. Mais là, particulièrement, sur un très bel ouvrage, un ouvrage conséquent. Ah oui. En ce qui concerne important. L'écriture, c'est une espèce d'encyclopédie, si on peut dire, et très documentée, et qui est intitulé « Je brûlerai ma gloire », sous une étiquette qui est bleu, blanc, rouge, une première de couverture qui est bleu, blanc, rouge, où on voit dans le blanc le maréchal Pétain, et c'est donc le maréchal Pétain qui est l'auteur de cette formule qui n'a pas été publiée, mais qui est une confidence faite, vous nous le direz mieux que moi, au début du moment où on lui a confié le gouvernement de la France, dans des circonstances particulièrement dramatiques. Et c'est un très bel ouvrage, je le dis aux musiciens Muller, je le dis aux auditeurs, et nous sommes très heureux de vous recevoir, que vous soyez venus nous en parler. Nous aurons le temps, nous avons toute notre émission, mais c'est normal parce que ce livre est important, et est important en quantité, en documentation, et est important aussi à cause du sujet, parce que autant, dites Pétain, je brûlerai ma gloire, autant quand on écrit ce que vous écrivez, je ne dis pas que vous brûlez votre gloire, mais enfin, vous prenez des risques. C'est un sujet qui est sur lesquels beaucoup de jeunes historiens n'osent pas s'avancer de peur ou de ne pas dire ce qu'ils ont vu comme vérité, au moins approche de la vérité, ou s'ils le disent, de brûler leur carrière. Bon. Donc, moi j'en vois beaucoup de jeunes qui me disent non, nous on préfère le XVIIe siècle, d'autres périodes, parce que cette période-là, tous nos professeurs et nos maîtres nous disent non, ne vous brûlez pas, mon jeune ami. Et vous y êtes allé carrément, et vous avez pris le problème à bras-le-corps, et celui, en fait, parce que vous faites, une espèce de, pas de parallèle, mais de face à face entre Pétain de Gaulle, quoi. C'est exact. Et donc, un qui est sorti triomphant, et qu'on voit encore triomphant. Dont tout le monde se recommande. Dont tout le monde se recommande, et l'autre dont plus personne n'ose parler. Oui. Ou n'ose se recommander. Alors, merci d'être venu, et puis je vous laisse la parole. Et merci de me laisser la parole. Et dans le concert de cuivre, saluant la mémoire du général de Gaulle, de pouvoir donner un petit air de flûte au bénéfice du maréchal Pétain, qui est, je crois, le plus massacré de nos héros, et qui n'est pas moins grand, je dirais, sous l'occupation que ce qu'il a été lors de la Première Guerre mondiale. Il y a là, je dirais, une injustice à ce point criante que je me suis senti obligé d'écrire cet ouvrage, qui n'est pas le premier, puisqu'il fait suite à un dictionnaire de l'épuration des gens de lettres, ayant travaillé une trentaine d'années à la Société des auteurs, publié toute une série d'ouvrages et mes 40 ans pour relater l'histoire de la condition des auteurs, des Grecs anciens à nos jours. Et donc, évidemment, à partir de la Révolution, l'histoire de France se mêlait à l'histoire des auteurs, puisque les auteurs sont des commentateurs, sont des acteurs de cette histoire.
Et donc j'ai traversé la Révolution, 1830, 1848, la guerre de 70, la guerre de 14, et puis la dernière guerre. J'ai expurgé toutes les archives des sociétés d'auteurs. J'aime bien aller au fond des choses. J'ai travaillé longtemps au mémorial de la Shoah, et j'ai fini par mettre la main sur le dépôt des archives de la Commission nationale d'épuration, nommée le 30 mai 1945 par le général de Gaulle pour statuer en dernier ressort de la condition des auteurs, artistes, interprètes, ce qui fait que certains ont été épurés 4-5 fois. Voilà. Et ces dossiers contenaient aussi les dossiers antérieurs. Voilà. Et donc ce livre a été publié à la librairie Champion. Il a fait l'objet d'une ignorance absolue, alors qu'il est 90% sur archives inédites. J'aime bien aller au fond des choses. Et celui-ci comprend aussi des informations nouvelles. C'est le volet plutôt Pétain que de Gaulle. Et celui auquel je travaille encore, qui est achevé, mais avec moi, aussi longtemps qu'un ouvrage n'est pas sous presse, il continue d'être sur le métier. Le prochain s'appelle tout bêtement l'assassinat du maréchal Pétain, puisque maréchal Pétain a été assassiné à répétition à partir du 22 juin 1940 pour, je dirais, montrer toutes les attaques et comment différentes forces se sont liguées ensemble, ayant un intérêt commun à détruire l'image du maréchal et entretenir cette légende noire qui aujourd'hui fait figure de doxa. Voilà. Alors, ce qui frappe oui. dans votre livre, parce que d'abord, il y a énormément de choses, parce que comme je dis, c'est une espèce de somme de cette période, donc il y a énormément de choses. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est dans le portrait que vous dessinez ou qu'on voit apparaître de Pétain, d'un homme en fait assez secret, assez discret aussi, n'aimant pas trop la une des, se faire prendre en photo. Vous dites que quand et on a eu toute la peine du monde à le prendre en photo quand il a pris le commandement à Verdun, que là après la Révolution nationale, on a fait des affiches partout, mais que c'était pas son truc. Bon, c'est un homme donc discret, réservé, peu disant, c'est un homme du Nord, hein. Bon, et bref. En même temps avec une position qui ne change pas. Donc là, je brûlerai ma gloire, c'est j'ai fait don de ma personne à la France et j'irai jusqu'au bout. Et je ne reculerai pas, et tant pis. C'est un homme de parole. Voilà, c'est un homme de parole. Et finalement, il est dans la position où il est aujourd'hui parce qu'il a respecté sa parole. Je dis aux auditeurs que tous les boulevards du général de Gaulle, toutes les places du général de Gaulle, tous les aéroports du général de Gaulle devraient s'appeler Maréchal Pétain. C'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle qui le dit. C'est le général de Gaulle qui dit à son ami le colonel Rémy « Je ne comprendrai jamais pourquoi en novembre 1942, le maréchal Pétain n'a pas pris l'avion pour aller à Alger. Oui. Les Américains l'auraient accueilli à bras ouverts. Les Anglais auraient suivi. Oui. Et ne parlons pas, je dirais, de la population d'Afrique du Nord. Je dirais Algériens compris, j'entends, là-dedans, parce qu'il avait un prestige tel que ce prestige a contribué à maintenir la paix, hein, alors que la France avait été vaincue, parce qu'il avait une aura exceptionnelle, y compris pour les Nord-Africains, que ce soit dans l'ensemble du Maghreb. C'était la même chose aussi en Indochine. Et l'un des drames, c'était que les gaullistes et associés ont contribué à détruire cette image, et ils ont, par le même mouvement, contribué
à détruire le respect de la France. Eh oui, c'est sûr. La première chose qu'ils ont faite en arrivant à Alger, c'est au QG où il y avait le portrait de Végan, c'était de détruire les portraits, de détruire tous les portraits de Pétain. Donc ça a été un suicide. Et ça a été un démantèlement de l'Empire français. Voilà. Et vous parlez de... plus le temps passe, plus je vois aussi dans la vie du maréchal Pétain monter une forme d'attitude mystique. Je vais même très loin. La devise pratiquement de Thérèse de Lisieux, c'était ne rien demander, ne rien refuser. Ben, je trouve que cette devise est exemplaire et que elle va comme un gant au maréchal Pétain. Ne rien demander. Ne rien. Il a été un serviteur de la République de façon constante. On lui a refilé des actions extrêmement délicates. Il a toujours accepté. C'est quand même le Front populaire qui l'a nommé comme ambassadeur à Madrid pour régler le différend qui avait existé entre, je dirais, l'Espagne républicaine, soutenue par la France, y compris militairement, de façon cachée, avec Jean Moulin, qui était celui qui pilotait le ravitaillement des républicains espagnols à partir de Bordeaux, où des navires soviétiques arrivaient, et c'était Jean Moulin qui pilotait tout cela. Bon. Et un certain nombre d'avions français ont été remis là-dedans, qui nous ont manqué d'ailleurs après, au moment de la guerre. C'était une cote. Voilà, absolument. Donc, pour la guerre du Rif, aucun officier de haut rang ne voulait y aller. C'était un guêpier. Autrement dit, il n'y avait pas de gloire à gagner, mais il y avait une gloire à perdre. Pétain y est allé. Je respecte infiniment le président Badinter. Je l'ai entendu à la télévision dire « Mais De Gaulle n'est pas parti en Angleterre. Ah, je pars en Alger parce qu'il avait peur de l'avion. » Pétain, pardon. Il avait peur de l'avion. En fait, quand on posait à répétition à Pétain des questions auxquelles il ne voulait pas répondre, il cherchait un prétexte. Parce que on peut le photographier. J'ai reproduit d'ailleurs la photographie. Pétain a pris l'avion au moment de la guerre du Rif. Voilà. Donc ce sont des fausses accusations. Oui, il a pu dire presque en boutade, j'aime pas l'avion. Voilà. Exactement. Disons que Pétain est un génie militaire, on ne le dira jamais assez. De Gaulle est un génie politique, Pétain est un génie militaire et c'est aussi un génie diplomatique. Le président Queuille, après la guerre, a examiné tous les papiers diplomatiques de Pétain, il a été émerveillé de l'intelligence, de l'adresse avec laquelle Pétain, presque sans carte en main, est arrivé diplomatiquement à jouer avec les différentes puissances, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit les Allemands, les Américains. Voilà. Le 11 août 1940, quand il a reçu les pleins pouvoirs, le général Hering vient le féliciter et il lui répond « J'accepte vos compliments à titre de martyr seulement. » C'est quelqu'un qui sait vers quoi il va. C'est-à-dire que la situation qui est la sienne aujourd'hui, il l'a anticipée. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. C'est quelqu'un, c'est l'un de ses premiers chefs de militaire, c'était le commandant Tracou,
qui a publié un magnifique ouvrage vers 1946-47, s'appelle Le maréchal Aulien. Oui. C'est le serviteur souffrant. C'est vraiment le serviteur souffrant. Il s'est jeté, je dis, en travers des chenilles des chars allemands pour faire rempart de son corps à la population française. Il a eu aussi, De Gaulle a un génie d'anticipation. Il a vu que c'était une guerre mondiale, il a vu que les Américains à un moment interviendraient. Et Pétain a vu exactement la même chose. Oui. Il a vu exactement la même chose et il l'a dit. Il l'a dit dès le mois de juillet. Oui. Et de la même manière que à Verdun, il contient les Allemands en essayant de limiter au maximum les pertes françaises parce qu'elles ont déjà été effroyables, le temps que les troupes américaines arrivent. Là, la France est KO, elle est à terre. Il a dit il fallait absolument arrêter ce massacre inutile, complètement inutile à la fin. Il a dit à quoi ça sert si c'est pour revenir après en France pour inaugurer des ruines et des cimetières. La France jouait sa survie physique, biologique. Il a conscience de ça. Et ça, oui, et personne. L'élément de démographie, c'est ce qui n'est absolument l'élément de démographie est absolument fondamental, capital. À Souilly, on dit qu'il était insensible. Eh bien, la mairie de Souilly, il voit monter en 1916 ces jeunes gens pleins d'allant et dont il sait qu'une bonne partie vont à la mort. Eh bien, il pleure. Il est là et il voit cette jeunesse qui passe. Et chacun sait qu'aussi, il a pleuré au moment de l'armistice. Parce que il a été frustré de l'offensive qui devait mener les troupes françaises en Allemagne et les amener après à Berlin à descendre le Kurfürstendamm. Et à ce moment-là, les Allemands auraient eu conscience qu'ils avaient vraiment été vaincus. Or là, 10 départements français ont été détruits, mais il n'y a pratiquement pas de troupes qui se soient battues françaises, qui soient battues sur le sol allemand. Ce qui fait que, en plus, comme les Allemands s'étaient bien battus, on les avait autorisés à garder leurs armes légères, et ils sont entrés comme des troupes triomphantes, avec des arcs de triomphe. Et donc Hitler a pu dire que l'armée avait été trahie sur les arrières. Et donc, le grand état-major allemand avant Hitler. Exactement. Oui. Exactement. Mais Hindenburg. vous savez que le réarmement allemand n'a pas attendu Hitler. La République de Weimar a réarmé tout de suite, Bien sûr. en entraînant ses troupes et ses aviateurs en URSS. Ensuite, la Hollande était restée neutre. Ils ont investi en Hollande et fabriqué de l'armement en Hollande. Donc, ça a été la déception des républicains français après coup, quand ils ont vu que les républicains de Weimar, en fait, les avaient bernés. Voilà. Et il y a eu cette autre phrase extraordinaire de Pétain qui a dit « Le wagon de Montoire nous sauvera. Le wagon de Montoire nous sauvera. » Lorsqu'il était question d'armistice, il y avait eu des discussions pour savoir qui pouvait éventuellement demander l'armistice. Et il était apparu que pour obtenir l'armistice, il fallait que ce soit un grand militaire qui le demande. Mais un député, même un président de la République française, n'aurait pas obtenu l'armistice. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Charles Barès, qui était l'un des plus grands résistants d'Alsace-Lorraine, qui est venu témoigner courageusement au procès du maréchal, en revenant de camp de concentration, en disant « Toute l'Alsace-Lorraine a fait crédit au maréchal de l'acceptation de l'armistice par les Allemands. » C'est la réputation du maréchal qui a amené, si vous voulez, Hitler à vouloir, d'une certaine manière, effacer Rotonde. Ce faisant, il a commis une faute. Et Churchill, je dirais, va le reconnaître dès 1943. L'armistice nous a servi.
nous n'avions plus d'armement. Tout l'armement anglais était resté, je dirais, dans les Flandres, à Dunkerque. Et il n'y avait plus de troupes. Toute la route de l'Égypte était ouverte. On nous parle toujours d'une possibilité de continuer la guerre en Afrique. Mais c'est une blague. Et là, Weygand a ridiculisé Paul Reynaud pendant le procès. Il n'y avait pas une seule fabrique de cartouches dans toute l'Afrique du Nord. Il n'y avait pas de pétrole. Il n'y avait pas d'armes. Le général de Gaulle a profité de la période un petit peu trouble pour donner un ordre de détournement du Pasteur, qui était l'un des plus grands cargos français, avec 1075 fabriqués aux États-Unis sous licence française, qui devaient aller en Algérie. Il les a détournés vers l'Angleterre. Donc il a contribué en plus à désarmer son propre pays. Voilà. Et c'était payé en or. Hein, les Américains, c'était pas du crédit. Il fallait sortir de l'or. D'ailleurs, vous savez très bien que l'attaque contre Dakar, c'était pour mettre la main sur le quart de l'or français qui venait d'être transféré là. Et donc, il voulait avoir son magot pour avoir une indépendance aussi financière par rapport à Churchill. Oui. Donc, Pétain, génie militaire, puisque les tactiques allemandes qui vont révolutionner cette guerre, ils ont dit tout simplement, mais nous avons imité le maréchal Pétain lors des offensives de 1918. La combinaison artillerie, aviation, char, qui c'est? C'est Pétain. C'est Pétain. Quand le général de Gaulle a attribué à l'aviation un rôle de fumigène, les avions vont sur champ de bataille et ils dispensent des fumigènes pour pouvoir... Il est dans le flou total. Et c'est si vrai que quand il y a une nouvelle édition à Alger, en 1943, c'est le fil de l'épée, oui. Sans rien le dire. Oui. Après coup, le devin est un devin une fois qu'on connaît le résultat de la bataille. Oui. Non, il a pris la main dans le pot de confiture. Oui. Voilà. Alors, c'est-à-dire que le piège dans lequel je me trouve, c'est que les accusations contre le maréchal sont tellement énormes, odieuses, disproportionnées, que pour établir un équilibre, je dois me retenir de ne pas salir le général de Gaulle, qui a aussi sa valeur, sa grandeur. Et là, j'ai un témoignage tout récent, pour montrer aussi la grandeur d'âme du maréchal. Vraiment, qui est un géant sur le plan humain. Rappelons qu'au moment de son procès, quand il est entré dans la cour d'assises, immédiatement, toute la salle s'est mise debout, garde à vous. C'était incroyable. Et ceux qui voulaient résister n'y résistaient pas. Parce que il avait une allure absolument époustouflante, alors que c'était le prévenu, le condamné, qui était déjà lynché. Et que c'était un vieillard, en plus. Et c'était absolument. C'est un vieillard droit. Un vieillard tout droit. Et alors, je ne sais plus quel présent, on va dire, cela à De Gaulle, et De Gaulle lui dit « Mais mon cher, mais c'est... Bien sûr, le maréchal était un grand homme. » Bon, c'est un peu gentil. Mais si le maréchal était parti, c'est Abetz qui l'a dit. Abetz qui était l'ambassadeur allemand à Paris auprès des autorités françaises. Il a dit ça en 1944 au maréchal. Monsieur le maréchal, si vous n'aviez pas été là, il y aurait des millions de Français exécutés. Des millions. Il y a eu un Oradour qui est trop, qui a bouleversé absolument le maréchal. Il y a eu 23 500 Oradours à l'Est. 23 500 Oradours à l'Est. La pollinisation, on fait comme si c'était une invention. La pollinisation, c'est pour une population de 30 millions d'habitants, 5 350 000 morts. Bon. J'ai pris tous les sujets qui fâchaient, vous voyez.
le fait justement sur le maréchal et les institutions, parce qu'on a dit qu'il y avait eu une sorte de coup d'État, qu'on avait aboli la République. Et en cours de procès, le procureur Mornay est amené à retirer cette accusation, qui finit par tomber d'elle-même. Bon, ensuite, on parle de la dissolution des sociétés secrètes. J'ai fait un historique de la maçonnerie en France, hein, très fouillé, extrêmement fouillé, Édouard. C'est que les choses sont extraordinairement complexes, hein. Et en même temps, il n'y a pas eu une unité dans. Il y a eu une volonté de transparence et d'éviter ce parasitage que chacun connaît et qui se poursuit. Il n'y a qu'à voir toutes les lois sociétales, entre guillemets, qui continuent d'être imprimées sous nos yeux. Elles viennent de la même officine. Ce sont les mêmes officines. Voilà. Donc, sur la condition des Israélites, je remonte au racisme révolutionnaire. Hein, on tue un Vendéen parce qu'il est Vendéen. Les villes de Vendée étaient souvent républicaines. Et quand les Bleus arrivaient, les édiles allaient à leur devant avec l'écharpe tricolore. Et elles étaient hachées menues parce que vendéennes. Hein, certaines élites étaient assassinées pour la raison même qu'elles appartenaient à la noblesse, où c'était des riches. Alors, tout riche était condamné à être exécuté. Et donc, je dirais que ce racisme vient même de la Révolution. Et que l'individualisme prôné par la Révolution et qui continue à être au cœur de notre société, cet individualisme est destructeur. Et qu'a fait le maréchal, dont vous avez pu dire que ce n'était pas au départ, en apparence, un grand croyant. C'est quelqu'un qui considérait que la France avait une empreinte chrétienne et que la France était forte quand elle était chrétienne. Et que la France, lorsqu'elle détruisait le christianisme, se faisait harakiri. Et pour moi, c'est une évidence. C'est ça le spectacle auquel nous assistons. Même les maçons, si la branche sur laquelle ils sont installés, hein, c'est sur une société chrétienne, hein, avec rendu à César ce qui est à César, avec la laïcité, cette laïcité à la française, elle vient d'une société chrétienne d'origine. Et donc, il peut y avoir là des réveils, extrêmement douloureux. Le sentiment que j'ai eu en lisant votre livre, c'est qu'en fait, si Pétain est tellement maudit, c'est pas tellement pour des histoires de persécution des Juifs, tout, parce que là, beaucoup d'historiens ont rétabli les choses en disant que, en fait, les Juifs avaient été mieux traités en France sous le maréchal que dans tout le reste de l'Europe. Mais je crois que c'est essentiellement parce que dans les 2 premières années, au moins, ou le 3 même, un peu plus, de ce qu'on a appelé la Révolution nationale, il remet en cause toute cette philosophie, révolutionnaire. Et là, il va au fond des choses. Et c'est la première fois en France, depuis la Révolution, qu'il y a véritablement... Depuis Charles X. Un gouvernement... Oui, mais Charles X, on est encore dans l'ancien monde, si vous voulez. Bon. Et c'est la première fois qu'on a un gouvernement qui prend... En plus, c'est même pas un roi. C'est un gouvernement républicain. Bon, c'est un républicain, un type sert la République. Et qui prend le bloc idéologique de la Révolution et qui dit, c'est ça qui nous a fait tant de mal. Et donc, c'est contre ça qu'on va lutter. Et on va restaurer autre chose, famille, patrie. Bon. Et là, c'est ça. Ça, c'est irréductible. Ça, il le supporte pas. Le reste n'est qu'un prétexte. Et, oui, le reste n'est qu'un prétexte. Et je pense qu'il 1000 fois de votre avis. 1000 fois, c'est ça. Derrière, il y a une haine de Christ en France. Ouais. Il y a une haine de Jésus, du catholicisme en France. Il y a cette haine qui est une haine, je dirais, d'État. Pour moi, la Révolution nationale est le contre-coup de la séparation de l'Église et de l'État et des persécutions d'une violence inouïe qui ont été exercées à l'époque
contre les catholiques, la société. Je le dis. Il y a eu pratiquement 60 000 religieux déportés qui ont dû quitter la France pour continuer à vivre leur foi. Quand vous pensez qu'on a envoyé des tirailleurs pour mettre dehors baïonnette au canon, les Chartreux, qui sont dans la montagne, dans la Chartreuse, qui emmerdent personne. Vous voyez, quelle haine! Quelle haine! La haine! Elle est là, quand vous pensez qu'on a forcé des tabernacles. Et que on a traîné les vieux jésuites dehors. Oui, et vous avez à ce moment-là des officiers de valeur catholiques qui ont démissionné de l'armée et qui ont manqué cruellement après lorsque la France a été attaquée. Vous savez très bien que c'est les amis de Joffre qui étaient francs-maçons et que les grandes promotions mettaient en avant des officiers en première ligne, je dirais, au moment où la guerre a été déclarée, qui étaient là pour des raisons tout autres que leur valeur militaire. Et c'était le mérite de Joffre en catastrophe, de rappeler Pétain, de rappeler Castelnau, de rappeler Foch, qui étaient des gens de valeur, qui connaissaient leur métier. Et, vous voyez, et d'envoyer les autres à Limoges. Voilà. Et le symbole, c'est le général de Sonis, qui était d'un grand courage. En 1848, s'est laissé entraîner par des amis à devenir franc-maçon. Mais il est pas resté longtemps. Mais il est parti en courant. Quand il a vu comment ça se passait de l'intérieur, il a dit, mais c'est la destruction de toute société. C'est la destruction du travail, c'est la destruction de la famille, c'est la destruction de la patrie. Eh bien, quand le maréchal Pétain, qui arrive pratiquement en 14 à la retraite, hein, il est en fin de carrière, il n'est même pas général. Oui. Bon, eh bien, lorsqu'il est nommé général, il fait coudre les épaulettes de l'uniforme du général de Sonis sur son nouvel uniforme. Vous voyez le symbole? Oui. Bon. Et c'est là qu'il y a eu cette haine. Cette haine. Oui, puis quand on lui demande de dénoncer les officiers qui vont à la messe, il dit je peux pas, ils sont derrière moi, je les vois pas, ils sont derrière moi. Ce qui était d'ailleurs pas très belle, je crois. Mais la réponse est belle. La réponse est magnifique. La réponse est magnifique. Et tout à fait du Pétain. Elle est magnifique, mais je voudrais préciser, attendez aussi, une idée qui m'a passé, oui, c'est le vœu Pochon, le sénateur Pochon. Au moment de la séparation de l'Église et de l'État, dans un État qui prône l'égalité, en fait, il y a eu un arbitraire absolu, puisque le sénateur Pochon apprenait que dans l'administration, il fallait évincer les catholiques. Et c'est pour ça qu'on a mis au poste clé des francs-maçons, des protestants, parce que les protestants, finalement, ont été les compagnons de route aussi de la Révolution française. Hein? Et puis, des juifs qu'on est allé chercher. Et dans l'antisémitisme qui s'est développé en France, il y a le fait aussi de ces Israélites français, mais on est allé les chercher pour augmenter, je dirais, le personnel dit républicain. Voilà, et chacun sait que dans les écoles normales, c'est pas, eh bien, c'est difficile d'être catholique. J'ai un certain nombre de questions des auditeurs. Alors, je veux vous les soumettre. Alors, voilà ce que nous dit cet auditeur. Bravo pour cette excellente intervention, et c'est à vous qui parle. Toutefois, le reproche que je ferai au maréchal, moi qui vis confortablement en pays à peu près pacifié, c'est d'avoir livré les combattants allemands opposants au régime à l'occupant après l'armistice. Mais ce type de trahison n'est pas plus répréhensible que le fait d'avoir abandonné les supplétifs comme les Indochinois ou les Harkis lors des guerres coloniales. Enfin, en cette période de repentance raciale, peut-on évoquer la figure du Guadeloupéen Gratien Candace, militant panafricain élu du Front populaire et vice-président de l'Assemblée nationale en 1938 et qui a terminé au Conseil national de Vichy. Oui. Qu'en pense votre invité? Écoutez, moi, je pense que, prenons les francs-maçons. Laval lui-même disait, mais au fond, des francs-maçons qui aiment vraiment la France, eh bien, le maréchal ne les condamne pas. Voilà. C'est-à-dire que le jugement du maréchal porte sur est-ce qu'on aime la France, est-ce qu'on n'aime pas la France. Donc, le critère de choix
du maréchal, c'est l'amour de la France. Alors, dissoudre les loges, oui. Donc, vous pouvez condamner la maçonnerie, mais vous pouvez respecter des francs-maçons. D'ailleurs, sur ce plan-là, vous avez une autre observation? Oui, la question, mais quand même la question du... Je reconnais pour le Guadeloupéen, je ne connais pas l'histoire. Ah, d'accord. Vous la connaissez, vous, Hilaire? Comment? Vous la connaissez, vous, l'histoire? Oui, mais pas plus que ça. Mais de fait, il n'y avait aucun racisme chez le maréchal Pétain. Enfin, de ce qu'on appelle le racisme. Mais non, mais attendez, dans cette période-là, moi, j'ai des souvenirs qui sont familiaux, mais qui sont même plus que de ce temps, puisque c'est les carnets de route de mon grand-père, qui était officier de tirailleurs sénégalais, qui est mort en 18. Bon, et dans ses notes, à un moment, il est, je ne sais pas où, dans le sud algérien, ou sud marocain, et il raconte, ils ont fini leur opération, ils sont au bivouac, ces hommes s'égayent un peu partout, reviennent en 1 heure après, ou même pas, avec des biches, des poissons, enfin de quoi, et font un gigantesque bivouac dans lequel il les contemple en train de manger, de boire et de rire. Et il dit, je croyais voir les guerriers d'Homère. Et donc, enfin, et voilà, lui, il dit pas, c'est d'une sous-race. Enfin, je crois que c'était impensable. Oui. Et d'ailleurs, dans ses notes, il dit, puisqu'il est mort en Serbie, enfin, il dit, j'ai rencontré 2 races guerrières à peu près de la même noblesse, mes Sénégalais et les Serbes. Donc, voilà, il y a une grande, on sent une grande tendresse pour ces hommes. Et il n'y a pas l'idée de l'ombre d'un racisme, c'est pas pensable. Et Pétain a connu toutes ces troupes. Mais le meilleur brevet d'antiracisme vient des Allemands et des nazis qui disaient que la France était un pays négrifié. Oui. C'est eux qui nous accusaient. Et c'est bien pour ça qu'il y a un régiment de tireurs sénégalais qui va être décimé près de Lyon, au sud de Lyon. Hein. Oui. On a parlé encore dernièrement. Et pour eux, c'était absolument impensable. Alors que pour les Français, ça n'a pas de problème. Accuser les Français à répétition de racisme, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. Il y a un officier qui s'est d'ailleurs sacrifié qui a voulu mourir avec ses hommes. Avec ses hommes. Voilà. Alors là, il y a un autre qui nous dit, bonsoir messieurs, la haine contre la maréchale ne vient-elle pas, outre les différends entre De Gaulle et autres, de la suppression de la franc-maçonnerie et les recherches sur les archives de cette dernière, sans oublier la suppression du décret Crémieux. Merci messieurs de nous faire découvrir ce qui est caché, etc. Alors vous savez, merci, il faut que je dise merci à la technique et à tous les bénévoles. Oui. Ce que ne savent pas nombre d'auditeurs, c'est qu'en 1941, le général de Gaulle a reconnu qu'il y avait un problème juif en France et qu'il faudrait le régler par un statut. Il y a aussi des problèmes objectifs. Il y avait des problèmes. Voilà. Et même le général le reconnaissait. Et il y a une émission que certains auditeurs ont dû voir, réunissant Monsieur Crémieux-Briac, Yves Guéna, entre autres, et Crémieux-Briac, qui avait voué un chapitre dans la France libre, n'a jamais mis sur le tapis la question des Juifs. Jamais. Jamais. Et je crois que c'est Yves Guéna qui, à un moment, est allé à Alexandrie, et là, il a rencontré un Juif d'origine suisse, qui avait encore de la famille en zone occupée, et cet homme-là lui a dit « Oh, vous savez, j'étais inquiet pour ma famille, mais je suis tout à fait tranquille maintenant parce que j'ai su qu'on les avait mis dans des camps. » Pour dire que pour lui, c'était inimaginable que ces camps puissent être des camps d'extermination. Voilà. C'est extrêmement fouillé, vous savez. Vous prenez, par exemple, une personne comme Madame Stern, la fille du banquier Stern, qui avait épousé un Français, et le maréchal avait été témoin à son mariage. Bon.
Il l'a sauvée de l'arrestation. Il a obtenu pour elle ce titre odieux d'Arienne d'honneur. Voilà. Qui a été donné aussi à l'épouse de Brunon, qui était juive d'Alsace-Lorraine. Hein, Arienne d'honneur. Mais quand il a voulu sauver la sœur de Madame Stern, il n'est pas arrivé. Ernst Junger, héros de la Première Guerre, héros national, anti-nazi, venu à Paris, rencontrant Cocteau, ami de beaucoup de Français, est intervenu auprès de la Gestapo pour sauver un certain nombre de Juifs. Il s'est cassé le nez. Ça se tournait contre lui. Comment vous voulez sauver ces gens-là? Voilà. On fait aujourd'hui comme si tout était possible. Donc, à tout moment, cette communauté juive pouvait être la source d'explosions et de complications extraordinaires avec les Allemands, d'autant plus que leurs représentants, je cite les articles de journaux, dans la presse, notamment aux États-Unis et en Angleterre, où la communauté juive a déclaré la guerre à Hitler, en disant qu'il fallait, en temps de paix, déjà boycotter tous les produits allemands, et ensuite déclarer une guerre à mort. Je dirais, en droit international, quand vous avez des gens qui vous déclarent la guerre, c'était un motif que les Allemands ont invoqué pour qu'il y ait un internement administratif de tous les Juifs, y compris les Juifs de nationalité française. Ce à quoi Pétain et Laval se sont opposés mordicus. Je n'ai pas tout lu à la fois. Je lis actuellement avec passion, et je le recommande aux auditeurs, les chroniques de Vichy de Maurice Martin Dugard, oui, qui était fabuleusement informé. Parce qu'il sait tout au fur et à mesure. Et c'est vrai, c'est confirmé depuis. Eh bien, on voit qu'en 1943 encore, les Allemands reviennent à la charge pour que dans l'ex-zone libre qui est occupée, l'étoile jaune soit arborée. Eh bien, à chaque fois, Pétain est arrivé à les bloquer, à l'empêcher. Alors, il n'a pas pu tout empêcher, mais ce qu'il a empêché est déjà absolument considérable. Henri Amourou, en 1993, dans son ouvrage « La page n'est pas encore tournée », écrit en introduction « Aujourd'hui, la quasi-totalité des historiens considèrent que l'armistice ne pouvait pas ne pas être signé. » N'en déplaise. Alors, toute, je dirais, l'action du général de Gaulle s'est construite sur cette idée que l'armistice était une capitulation, oui, ce qui est une façon de trafiquer le langage, parce que c'est quand même un général. Alors, c'est une suspension de guerre. Oui. C'est une suspension de guerre. Donc, il en fait. On voit bien le polémiste. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler. C'est pas vrai. Mais c'est une manip. C'est une manip. Et ensuite, et c'est une trahison. Or, Churchill, très manois, c'est Ramina Grobis, à la fin de la guerre, il a dit « Je n'ai jamais dit que l'armistice était une trahison. Je n'ai jamais dit que l'armistice était une capitulation. J'ai trouvé un général français qui le soutenait, je m'en suis servi. » Voilà, exactement. De Gaulle a été un agent anglais. C'était un agent anglais qui a son officier traitant, c'était le général Speer, que d'ailleurs de Gaulle après a détesté. Parce que pour devenir de Gaulle, il a bien fallu que pendant un certain temps, il soit la marionnette de Churchill. Sinon, il n'existait pas. Et il émargeait. Et il émargeait. Il émargeait, bien sûr. Oui, il y a des signatures. Mais il y a des signatures. Il y a des signatures. Il y a le fait de l'argent. Bien sûr. Bon, il fallait bien qu'il vive. Absolument. Et puis, il avait la garantie, si la guerre terminait mal, d'avoir la nationalité britannique et d'être payé, y compris sa retraite, dans les mêmes conditions qu'un général anglais. Donc, de ce côté-là, je dirais que sa famille était à l'abri, lui-même était financièrement et matériellement à l'abri. Et c'était plus facile de vaticiner à Londres
C'est sûr. Voilà, et qu'a dit Churchill en secret quand il y a eu des émissaires qui ont été envoyés, parce qu'il y en a eu. Eh bien, Churchill a dit, je comprends bien, moi, si j'étais à votre place, je ne cracherais pas à la figure des Allemands. Ce n'est pas possible pour son propre peuple de jouer la politique du pire. C'est pas possible. Je ferai tout ce que je peux pour les endormir, là-dedans. Simplement, n'oubliez pas votre ancien allié. Et ce qu'a fait sans arrêt Pétain, qui a été quelqu'un qui a gardé la tête froide et qui, pris dans des courants contraires, était comme la balance de la justice. Et essayait de maintenir l'équilibre. Et il faut bien voir que l'idée de Pétain comme chef de guerre, c'était de garder l'Empire intact, oui, hors la présence des Italiens et des Allemands, envers et contre tout. Alors, il a été amené à avaler des couleuvres grosses comme des boas. Hein, et il l'a fait parce que jusqu'au bout, il a sauvé cet empire. Et c'est ce qui a permis de hâter au moins de 2 années, hein, le dénouement de la guerre. Parce que lorsque le procès est arrivé, je le cite, vous avez le président du Parti conservateur anglais qui écrit au tribunal en disant « Je ne comprends pas ce procès. Vous, Français, vous aviez des bateaux que les Allemands n'avaient pas. Ces bateaux, si les Allemands les avaient eus, ils débarquaient en Angleterre. Bon, vous ne les avez pas remis. Ensuite, comment avez-vous fait pendant ces années pour tenir tout l'Empire hors la présence des Allemands? C'est absolument incroyable. N'oublions pas. Et au nom du maréchal. Et au nom du maréchal. Et c'est ce qu'on voit dans votre livre. On se dit, mais quand même, enfin pour moi, une des grandes monstruosités de Gaulle, c'est le procès du maréchal. Il fallait qu'il meure. C'est ça. C'est Robespierre qui dit si Louis XVI est innocent, nous sommes des criminels. C'est ça. Donc il a besoin, il faut absolument transformer. Alors qu'il le sait, il sait que Pétain est innocent. Il le sait. Et même ce qui est odieux, c'est qu'il le pousse à la guerre. Il le pousse dans les bras, il fait exprès. Et il enrage à un moment. Et j'ai un témoignage, je le cite, il le dit, mais quand est-ce qu'ils vont se décider à déclarer la guerre aux Alliés? Il l'a dit. Il faut absolument, il faut le noircir. Je veux dire, mais dès le 22, c'est pour ça que je dis, dès le 22 juin, il y a l'appel du 18 juin, là... Bon, oui, personne ne sait s'il a eu lieu vraiment. Oui, enfin, il y a l'appel juin là-dedans. Bon, mais le 22 juin, ce qui est terrible, c'est qu'il considère que le gouvernement français est illégitime, oui, illégal, et ensuite que c'est un gouvernement qui livre la France à l'ennemi. Et qui permet, je dirais, l'occupation de la France. Mais sans l'armistice, les Allemands même reculé. Ils ont libéré des territoires qu'ils occupaient. La totalité de la France aurait été occupée. Et les mouvements de résistance n'ont pu prendre l'ampleur qu'ils ont eue que parce qu'il y a eu la zone libre. Jan Karski, l'un des plus grands résistants polonais, est allé rencontrer Eden. Et puis après Roosevelt, il est passé par la France. Mais il était ahuri, je dirais, de la liberté dont disposaient les Français. Je dirais même de la nourriture dont pouvaient disposer les Français. Avant l'occupation de l'Afrique du Nord, près de la moitié des calories venaient des colonies. Les phosphates qui venaient du Maroc augmentaient de 30% les récoltes en France. Donc, il faut avoir tous les éléments en main pour comprendre comment les choses se passaient. Et il y a un personnage qui est shakespearien, c'est Laval, qui a rendu aussi des services, et en même temps qui a ses tares, qui a ses défauts, mais qui a été en même temps, y compris pour les Juifs. Ah oui, mais ça sent. Parce que Laval, oui, il a été extraordinaire. Dès le début d'ailleurs, il y avait une filiale qui passait par son gendre pour que des Juifs souvent aidés aillent aussi aux États-Unis. Ce que l'on ne dit pas au moment de la rafle du Veldiv, vous avez le père
de Leroy Ladurie, qui est rentré au gouvernement au poste du ravitaillement. Il est allé voir, je crois que c'était le cardinal Suard, dont il était ami, pour lui demander l'autorisation s'il pouvait rentrer dans le gouvernement de Pétain. Disant qu'il se faisait fort de réussir la soudure entre deux récoltes. La famine menaçait. Et Suard a répondu, non seulement vous pouvez, mais vous devez, comme Français, pour sauver vos concitoyens de la famine. Vous le devez. Eh bien, Leroy Ladurie rapporte qu'il rentre dans le bureau de Laval, à Vichy, au moment où Laval reçoit un téléx, un câble de Roosevelt, qui dénonce la rafle du Veldiv, et aussi il y a le chargé d'affaires américain, Tuck, qui débarque aussi à Vichy dans le bureau de Laval et qui l'accuse d'avoir séparé les enfants des parents, considérant que c'était monstrueux de diviser une famille. Tellement l'idée de la Shoah était inimaginable. Et Roosevelt, je dirais, Laval répond, mais qu'il m'envoie des bateaux, je lui donne tous les Israélites qu'il veut. Bon, voilà. Ils n'ont pas voulu. Alors, il y a eu une démarche qui a été faite pour un certain nombre d'enfants. Et puis après, c'est les Allemands qui ont bloqué en disant, mais si nous acceptons ça, ça serait reconnaître que nous sommes des persécuteurs. Donc les Allemands ont bloqué cette démarche. Et donc, et disons aussi que sans l'armistice, toute l'Afrique du Nord était occupée dès le mois de juillet. Dès le mois de juillet, il n'y avait aucun empêchement. Rappelons-nous qu'en 1942, en l'espace de 2 semaines, le général von Arnim fait passer 200 à 300 000 hommes qui viennent notamment de Sicile en Tunisie. Alors que nous sommes en 1942, en novembre 1942, et que la Wehrmacht est engagée dans les profondeurs de l'Union soviétique, qu'elle est en Yougoslavie, qu'elle est en Grèce. Vous voyez, alors vous imaginez qu'en 1940, toute l'armée allemande est disponible. Ça ne fait pas un pli. Et les Italiens ont 220 000 hommes qui sont en Libye et une partie de la Tunisie. Oui. Les Espagnols ont 130 000 hommes qui sont au Maroc espagnol. Ils sont déjà là. Et, je dirais, ils mobilisent. L'armistice, je dirais, a été une chance absolument inouïe. Et ça, c'est le génie. Après, il y a Montoire, Verdun diplomatique, Gérard. Mais c'est vrai, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et finalement, rien n'a été décidé. On a dit le mot, on a prononcé le mot de collaboration. Mais il n'y a jamais eu, dans l'esprit de Pétain, la volonté de collaborer. Il a écrit, pour le rassurer, on a la lettre à Weygand, en disant qu'une coopération économique était inévitable. Il fallait près de 30 millions de tonnes de charbon pour faire tourner l'économie française, en 1938 à peu près. Bon, quand au moment je dirais, de l'armistice, avec la zone libre, il reste 3 millions de tonnes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut que la France meure. Il faut que les Français... Dès que vous labourez un champ, vous travaillez aussi pour l'allemand. Dès que vous fabriquez quelque chose, vous travaillez pour l'allemand. Donc, faut-il, et j'ai des textes là-dedans, de personnes qui vont être des résistants, et qui, à ce moment-là, en 1940, vont protester contre ces actions suicidaires pour la population qui étaient proposées. Il fallait sauver, j'allais dire, le cheptel français, avec 1,5 million de morts, 3 millions de blessés, d'amputés, et les prisonniers. Et alors vous avez des questions, mais des commentaires, parce que le sujet passionne les auditeurs. Alors voilà,
qui nous demande: qu'avez-vous à dire de la proposition d'union franco-britannique du 16 juin 40? Ça a été refusé par le cabinet britannique lui-même. Oui. C'est quelque chose qui a été jeté au dernier moment. Oui, c'est Paul Reynaud qui a... Mais même le président Lebrun a dit, mais nous n'allons pas devenir un membre du Commonwealth. Non, c'est une... Alors là, ce qui est intéressant, c'est Paul Reynaud, c'est comment... Il y a eu, je crois, le 28 mars, ce soi-disant accord selon lequel la France ne signerait pas de paix séparée. Et ça, c'est une entourloupe de Reynaud qui en a fait plusieurs. C'est-à-dire plusieurs fois. Reynaud a pris des décisions à l'insu du cabinet. Et quand il est revenu de Londres, Daladier était effondré. Oui. Disant, mais c'est catastrophique. Enfin, il lie les mains de la France. Oui. Il nous lie sans aucune contrepartie. Alors, il y a un ouvrage qui est l'Antipaxon et qui vient d'un capitaine de vaisseau américain que je vous recommande. Il s'appelle Charles Coburger. Ce Charles Coburger a publié un ouvrage d'édition latine. Lisez-le, c'est pas très long, mais c'est remarquable. Et il démolit tout Paxton. Et il est admiratif sur la façon dont Vichy, Antonio, puisqu'on parle de Vichy, ça a été fait exprès. Hein. Tout ça, c'est la technique bien sûr, de propagande, pour ruiner, pour détruire l'image. C'est le gouvernement de la France. Vichy, c'est le gouvernement de la France. C'est le gouvernement légal de la France. Donc, et il écrit à la fin que les anglo-saxons n'ont jamais été loyaux avec les Français. Ils ont chaque fois biaisé. Bon, c'est-à-dire que, normalement, le débarquement en Alger devait avoir lieu en concertation avec le maréchal. C'est des choses qui étaient prévues. Il y avait eu des concertations, il y avait eu des discussions. Ça a été biaisé. La façon aussi, donc lâchement, on attaquait Madagascar au prétexte que les Japonais allaient s'en emparer. Donc tout ça, c'est des prétextes. Comment, enfin, une parole, le général de Gaulle avait signé vis-à-vis de Churchill un engagement selon lequel jamais il ne poserait des Français à d'autres Français. En Syrie. Juste après, on a Dakar, et après, on a la Syrie. Et la Syrie, c'est l'apprenti sorcier. Oui. Il faut savoir que quand même, c'est De Gaulle qui, par haine des Américains, a introduit les Soviétiques en Syrie. Et une fois qu'il les a bien introduits, quand il y a eu aux Nations Unies le vote pour savoir si on renouvelait le mandat, l'Union soviétique a voté contre la France. Voilà, Et Leclerc a dit, De Gaulle nous a fait déjà perdre la Syrie, il va nous faire perdre l'Indochine et l'Algérie. Signé Leclerc. Ah oui, où est-ce qu'il a dit ça? Et pour montrer... Ça, c'est pas mal. Ça. Non, pour montrer l'aventure. Non, il ne faut pas oublier que De Gaulle, quand il part en Angleterre, qu'est-ce qu'il fait avant? Il vérifie s'il est membre du nouveau gouvernement. Oui, c'est ça, bien sûr. Non, c'est parce qu'il n'est pas membre. Or, Pétain est passé par-dessus le grief qu'il a vis-à-vis de Gaulle, qu'il a joué un mauvais tour, puisque, vous savez bien que c'était pour la France et son armée, il avait demandé à De Gaulle, dont il appréciait le génie, l'intelligence de Gaulle, il a été son mentor. C'est lui, vraiment, qui lui a donné des citations en or massif, qui a rattrapé un certain nombre de bévues. Parce que le général, partout où il est passé, il était impopulaire et il a commis un certain nombre aussi de bévues. Et c'était Pétain derrière qui l'a aidé, qui en a fait son chef de cabinet, qui l'a poussé à donner des cours à l'école de guerre où il se mettait au premier rang. Oui. Donc, Pétain n'a aidé dans toute sa carrière qu'un seul officier, c'est le général de Gaulle. Et c'est Brutus. Il a tué le père. Vous savez, le plus terrible, il est plus facile de donner que de recevoir. Il faut beaucoup de grandeur d'homme pour accepter de recevoir. Oui, c'est vrai. Et de ce côté-là, eh bien, le général est parti en Angleterre, il l'a reconnu. Je cite l'interview, il a reconnu assez tard, dans les années 60, le nom de journaliste. Et il a dit à ce moment-là, quand je suis président, il y avait aussi l'ambition. Reconnaissons-le, il y avait aussi l'ambition. Très bien, très bien. Personnellement, le grief que je fais, je me permets, lilliputien que je suis, de faire au général de Gaulle, c'est que Pétain, lui il est né, lui qui était tout, lui qui était la légalité, lui a tendu la main à répétition dès
dès l'été 1940. De Gaulle envoie Rémy en France pour nouer des relations et voir comment établir la résistance. Pétain n'a pas attendu De Gaulle pour la résistance. Dès le mois de juillet, il reçoit l'un des plus grands résistants qui s'appelle Paul Dengler et il lui fait donner 500 000 francs avec une couverture pour développer une forme de textile, de culture, pour faire des vêtements à partir du textile. Et parce qu'il faut justifier les fonds. Oui. Les Allemands ont connaissance de tout. Et il dit aux responsables financiers, ça c'est un premier acompte, tout ce qu'il demande par la suite, vous payez. Et c'est comme ça que c'est De Gaulle, c'est Pétain qui va le premier, dès le mois de novembre 1940, il est au courant de l'opération Barbarossa. Et il prévient Churchill et Roosevelt qui ne veulent pas le croire. Il était le premier. Et les gaullistes ont essayé d'assassiner Dengler. Car quand vous étiez résistant, mais pas gaulliste, oui, c'était un crime pire que d'être collaborateur. Oui. Ah, c'était pas soutenable. Et vous savez, c'est comme ça que le commandant Kiefer a été vomi par le général de Gaulle. Oui, le grand commando Kiefer. Absolument. Et donc, de Gaulle avait une carrière à faire. Celle du maréchal est faite. Et puis, le maréchal, il cherche quoi? Comme Giraud, il cherche l'intérêt de la France. Je cite aussi Michel Debré, à la fin, dans les années 60 aussi, qui dit « Ce qui est terrible avec le général, c'est qu'il y a la France et puis il y a aussi De Gaulle. Moi, je suis au service de la France. Mais parfois, on est obligé d'être au service de De Gaulle. » Alors, quand l'intérêt de la France coïncide avec l'intérêt de Gaulle, c'est magnifique. Mais quand ça diverge, c'est affreux. Et c'est ce qui s'est passé. Pour l'Algérie en particulier, pour Michel Debré. Mais ça s'est passé avant. Ça s'est passé avec l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique qui met en déroute Giraud et puis Juin 40, comme disait pour l'accabler De Gaulle, qui mettent en déroute, après Cassino, Kesserling. Les Allemands sont en déroute. Et à ce moment-là, De Gaulle arrête les troupes françaises qui sont en pleine victoire. Il les arrête dans la victoire. Parce qu'il ne veut pas que les Américains arrivent à Berlin avant les Soviétiques. C'est Henri-Christian Giraud qui a retrouvé les câbles du général dans les archives soviétiques. Et il vend la mèche dans ses mémoires, parce que de temps en temps, il arrive quand même de dire la vérité. Mais il faut bien la chercher. Et ce plan, ça l'étoufferait de l'attribuer à des Français. Donc il appelle ce plan le plan Churchill, qui permettait de percer par le Danube, derrière la ligne Siegfried. Absolument, ce qui permettait c'était le ventre mou, et d'arriver à Berlin. Éviter de ravager la Normandie. Et voilà. Et à ce moment-là, il dit, mais alors à ce moment-là, les troupes allemandes auraient reflué naturellement de France pour venir au secours de la Vaterland, et le maréchal arrivait à Paris, il rendait compte de son action au Parlement, il y avait un nouvel... Et quel gouvernement aurait vu le jour? Sous-entendu, c'était pas moi. C'est pour ça que l'écrivain René Benjamin était si sévère vis-à-vis, et comme Végan, il trouvait que c'était quand même criminel pour un chef de guerre français de faire en sorte que son propre pays, qui avait déjà été ravagé en 14, le soit à nouveau dans la guerre suivante. Bien sûr. Ça l'a pas gêné. Oui. Ce qui comptait, c'était sa carrière personnelle. En fait, c'était pas un vrai militaire, c'était un politique. Il ne pensait qu'à ça. Il voulait le pouvoir. Comme militaire, il n'a jamais été convaincant. Non. À Montcornet, c'était malheureux. Oui. Nous sommes ridiculisés dernièrement en montant en éclat à Montcornet. Il n'y a pas eu un seul officier, presque un soldat qui a été sous les ordres de Gaulle à Montcornet qui ait fait le voyage. Oui. Alors que s'ils avaient été Bonaparte, ils seraient tous venus. Bien sûr. C'est évident. Alors, j'ai quand même beaucoup de questions, là. Alors, l'auditeur qui dit « Votre invité n'a pas répondu à ma question sur les combattants allemands livrés à l'occupant. Comment des Américains auraient pu se trouver dans le bureau de Laval en juillet 42 pour protester contre la rafle du Veldiv alors que les USA étaient entrés en guerre en décembre 41 ?» Attendez.
Moi, j'ai les... le livre est copieux. Je dis qu'il y avait un chargé d'affaires qui est... non, mais... Il vous a qu'à lire le livre, je réponds. Vous avez qu'à lire le livre. Non, mais écoutez, les Américains, mais ils entrent en guerre en 42. Les Américains n'entrent pas en guerre en 41. Non. La déclaration des Américains en guerre, là où Hitler demande à Pétain de déclarer la guerre aux Américains, c'est le débarquement en Afrique du Nord. C'est ça, la déclaration des Américains. Ils sont rentrés en guerre contre l'Allemagne avant à Pearl Harbor. Oui, mais avec les Japonais. Avec les Japonais, mais pas avec, et pas avec les Allemands. Non, pas avec les Allemands. Donc là, il y a... Oui, bon, voilà. L'erreur est dans la question. C'est pas Murphy qui... Merci pour cette émission passionnément éclairante. Comment s'appelle le livre qui détruit Paxton ? Il s'appelle La flotte française, 1940, je crois, 1943, The Cyrano Flotte. La flotte de Cyrano de Bergerac, quoi. Parce qu'il y a une espèce de panache là-dedans. Et il y a finalement, dans tout l'ouvrage, une grande admiration de ce capitaine de vaisseau pour Darlan. Alors là, sait-on pourquoi le général Franco fit livrer Laval aux gaullistes et aux communistes en 44 ou en 45? Oui, parce qu'il voulait se rabibocher avec... Alors il y a un point qui est intéressant, et que soulève et que remarque Maurice Martin-Ducard. Pour ça, je recommande la lecture des chroniques de Vichy. Et il dit que sans Franco, il n'y avait pas de Gaulle. C'est l'exemple de Franco, qui a relancé la Reconquiste, qui a décidé de Gaulle à se lancer dans cette aventure. Après, il est allé le voir d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, il l'a félicité. Et en disant que sans lui, l'Espagne serait devenue communiste. Oui. Le dernier personnage qu'il a rencontré, que De Gaulle a rencontré, c'est Franco. Voilà. Et en lui disant d'ailleurs qu'il avait réussi, lui, là où lui avait échoué. Car il a fini sur une note d'amertume, De Gaulle. Il n'a pas réussi, en fait. Et d'une certaine manière, ce grand chrétien a rappelé les francs-maçons, ce grand catholique a rappelé les francs-maçons. Et les communistes. Et en même temps, pour supplanter Giraud, il a signé un pacte faustien, bolchevique, dont la France crève, toujours, qui est le pacte avec les communistes. Et il a fait rentrer Thorez, qui avait été déchu de la société française, en même temps que Marty, et il a livré l'administration française au noyautage communiste, et l'éducation nationale, disons, aux marxisans, où ils sont toujours là. Et il a eu le retour du bâton avec 68, en mai 68. Et c'est pour ça qu'il est allé, le montre admirablement Henri-Christian Giraud, auquel je rends hommage, puisqu'il a été le préfacier de mon dictionnaire de l'épuration. C'est lui qui a mis en évidence le fait qu'il est allé obtenir le soutien de Brejnev. Et il l'a obtenu. Et c'est Brejnev qui a mis au pas les communistes français. En 68, dans la même après-midi, les manifestants communistes ont changé les écriteaux. Oui. Une anecdote que nous envoie une auditrice, une anecdote concernant le maréchal en prison. Alors que son gardien lui apportant son repas, lui dit « J'ai cueilli quelques fraises car elles commencent à rougir ». Le maréchal lui répond, il n'y a pas qu'elle qui devrait rougir. Pétain n'était-il pas le parrain du fils de De Gaulle ? Si. Plus je lis sur De Gaulle, plus je découvre des choses affreuses. Et pourtant, tous les politiques actuels se disent gaullistes, la bouche remplie de guimauve. Merci, messieurs, pour cette formidable émission. Alors là, vous avez un message contraire qui me dit, s'il vous plaît, ne confondez pas antigaullisme viscéral et histoire. Mais il n'est pas viscéral, votre antigaullisme. Il est raisonné. Non, mais il n'est même pas antigaulliste. Je dis simplement, vous avez des antifranquistes qui sont devenus franquistes en lisant l'histoire. Des fils de franquistes, d'antifranquistes, qui sont devenus, de même que vous avez des Aztèques qui étaient anti-espagnols, puis qui, quand ils ont vu la société de leurs ancêtres, ils ont changé un petit peu d'appréciation. Moi, j'ai été formé par la République, par l'école de la République, j'ai été gaulliste. J'ai admiré la Révolution française, parce qu'on faisait gloire de la Révolution française. Et puis, j'ai vu peu à peu, chaque fois, j'aimais les choses anciennes, avec mes parents, on allait quelque part, et avant la Révolution, il y avait des choses extraordinaires. Puis la Révolution a tout rayé. C'est ça. J'ai découvert, je dirais, plein de choses. Si on avait suivi le général de Gaulle,
il n'y avait pas d'armistice. Et à ce moment-là, toute l'Afrique du Nord était occupée et vous avez 330 000 Juifs qui partaient en fumée tout de suite. Tout de suite. C'est cet armistice ONI dont on fait griller, qu'a dit à Maurice Martin du Gard, je crois que c'est en juillet tard, 1944. Parce que déjà, le Martin du Gard lui disait, mais est-ce que vous n'envisagez pas d'essayer de vous échapper pour aller rejoindre les Américains là-dedans? Et il dit, j'ai dit aux Français que je resterai pour partager leur souffrance. Je ne reviens pas sur la parole que j'ai donnée. Si j'étais parti en 1942, les Juifs, les Allemands les auraient tous exterminés. Et donc, pour moi, ce qui est extrêmement douloureux, c'est de voir les descendants des personnes qui ont été sauvées par le maréchal cracher dessus. Et chaque année se délecter à un moment où il y a une sorte de messe républicaine qui est en fait une façon de contribuer à salir la France. Et comment le général de Gaulle, qui a un génie d'expression, qui est un oratoire extraordinaire, un grand styliste, en même temps, pour abaisser Pétain, a abaissé la France. C'était un général français qui crachait sur la France. Les Français résistaient comme ils le pouvaient, comme ils le pouvaient. Et pendant ce temps-là, je dirais, de Gaulle et ses speakers, je dirais, couvraient au quotidien d'insultes ceux qui, dans les bureaux partout, essayaient de sauver ce qui pouvait l'être. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez effroyable. Alors dans votre livre, justement vers la fin, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé parce que moi j'ai été obligé pour des raisons professionnelles de me pencher sur cette période, donc je la connaissais quand même. J'avais acheté tous les livres du général, tous les discours du maréchal, et la fin est quand même pathétique parce que quand il essaie d'intervenir en disant, il appelle parfois les Français mes enfants, cette guerre n'est pas votre guerre. Enfin, il essaie de protéger, mais on voit qu'il peut plus rien protéger. L'extrême fin, c'est pathétique, quoi. Et après, je trouve que on est presque soulagé quand les Allemands l'emmènent de force en disant, ben là, au moins, il est prisonnier, quoi. Et il est il devait être un petit peu libéré de ce sentiment d'impuissance, alors qu'il est resté pour les protéger. Et c'est un chemin de croix pour lui. Ben exactement, c'est exactement ça qu'on sent. C'est un chemin de croix, et je crois déjà que en 42 et 43, 2 fois, il a été au bord, il était rentré en dépression, il était au bord de tout laisser tomber. Mais c'est là que le commandant Loustao Lako a été admiral au procès, revenant du camp de concentration. Et il a dit, j'ai connu Foch, j'ai connu Weygand, j'ai connu aucun de ces grands hommes, ces grands officiers n'aurait tenu aussi longtemps. À un moment, ils auraient explosé. Et finalement, il n'y avait plus de protection. Et on avait un Gauleiter. Oui. Quand il y a le retour de Laval, ce retour de Laval, d'ailleurs, est dû en partie à Roosevelt, qui menace publiquement Pétain si Laval revient. Et finalement, Hitler n'aimait pas Laval. Et c'est le fait qu'il soit dénoncé par Roosevelt qui fait que les Allemands vont soutenir absolument. Et Göring, qui respectait Laval, l'avait supplié de ne pas revenir. Parce qu'il savait qu'il y avait le STO et la Shoah qui venaient derrière. Et donc Laval, dans la semaine de son retour, se retrouve avec la Shoah et le STO. Et il y a un lien entre les deux. Il y a un lien, parce que la déportation des Juifs accompagne aussi la déportation du travail. Et sur le plan du STO, vraiment, Laval a roulé les Allemands dans la farine. Vraiment. Et à la fin, nous sommes en 45, février 45, lorsque Hitler
écrit son testament, et la faute qu'il se reproche, c'est, entre guillemets, d'avoir collaboré avec les Français. Il dit, j'y étais hostile. N'oublions pas que dans Mein Kampf, il promet de détruire la France. Oui, c'était son but. C'est écrit. Hein, il veut détruire la France. Bon, il a dit, c'est comment dirais-je, l'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz. Otto Abetz. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est Laval qui a fabriqué Abetz. Oui. Dès le 18 ou 19 juillet 1940. C'est-à-dire que les Allemands se rendent compte très vite qu'ils ne vont pas arriver à occuper l'Angleterre. Et dès le 17 juillet, ils soumettent Pétain à l'ultimatum suivant. Vous nous donnez accès au port de Méditerranée, dans l'Afrique du Nord, à la voie ferrée qui va du Maroc jusqu'en Tunisie. Sinon, il n'y a plus d'armistice. Et Pétain répond non. Et c'est la raison de Montoire. Et à ce moment-là, Laval est envoyé par Pétain à Paris pour discuter avec les Allemands. Oui. Et Laval va dans l'ambassade d'Allemagne, et là, il discute avec Otto Abetz, et il lui dit, nous ne pouvons pas nous entendre avec vos officiers. C'est pas possible. Avec les militaires, aucun dialogue n'est possible. Avec vous, c'est possible. Mais vous n'êtes rien. Alors, allez à Berlin et revenez avec un titre. Alors avec vous, on va pouvoir discuter. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je dirais qu'Abetz est allé à Berlin, il est revenu avec le titre d'ambassadeur, et c'est comme ça que Abetz, qui avait été franc-maçon, qui n'était pas antisémite, en même temps, par Laval, tous les deux, ils ont rendu aussi des services énormes, qui ne sont pas visibles. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça que Laval est un homme d'une complexité inouïe, mais il a rendu des services géants. Et simplement, Pétain était une sorte de grand organisme qui était là et qui essayait de se servir de tous les courants, de toutes les opinions françaises pour arriver à maintenir l'essentiel, c'est-à-dire d'éviter que les Allemands ne détruisent à tout moment la France, ce qu'ils pouvaient faire. Hein, et Junghans le répète à tout moment, ils pouvaient à tout moment piétiner la France comme ils l'ont fait ailleurs. Et puis, ils pouvaient, je dirais, occuper l'Empire là-dedans. Et donc, lui, il a été un organisme absolument fabuleux. Et même à la fin, il avait délégué ses pouvoirs à Laval, mais vous savez très bien que les Allemands ont fait pression pour qu'il y ait une dénaturalisation des Juifs, naturalisés depuis 1927. Ça faisait à peu près 50 000 personnes. Les trains étaient prêts, les camions étaient prêts, et sous pression et chantage, Laval avait signé le décret. Il fallait publier. Il avait la possibilité, puisqu'il avait obtenu en novembre, fin 1940, une délégation avec une contre-lettre dans laquelle il s'engageait à protéger toutes les minorités persécutées pour des raisons religieuses. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, Pétain déjà pense aussi aux Juifs, il pense aussi aux communistes, parce que Pétain a aussi protégé les communistes. Et Laval aussi. Oui. Et Laval aussi. Quand Laval revient au pouvoir, il a libéré des camps qui étaient des mouroirs. Hein, il a libéré de plus de la moitié les détenus, dont beaucoup étaient des Juifs et des communistes. Donc les choses sont beaucoup plus complexes que cette espèce de noir et blanc qu'on nous inflige. Oui. Donc... moi, je me souviens d'une conversation avec le président N, qui présidait la chambre d'accusation, qui jugeait l'affaire Touvier, qui a fait d'ailleurs le non-lieu, qui a fait tellement de scandales pour l'affaire Touvier, et qui me disait, après les procès et tout, qui me disait, vous savez, moi, je n'étais pas du tout pétainiste, j'étais d'une famille de gauche, bon, et j'étais plutôt, nous, résistants et gaullistes. Bon, j'ai été élevé là-dedans. À cause de ce procès, je me suis plongé dans cette histoire. J'ai lu énormément, j'ai écouté une semaine de plaidoirie de tous côtés. Et il m'a dit, voyez, moi, je ne suis pas tellement militaire. La figure du maréchal Pétain, bon,
je respecte, mais c'est pas. Mais ce qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est Laval. Et il me disait, Laval est un personnage fascinant. Fascinant. Parce que il y a un côté sacrificiel quand même chez lui. Oui. Et pourtant, c'est quand même un vieux politicard et tout. Mais on sent que, en fait, il est pris par. Il faut sauver la France, et pour ça, et sachant très bien, cette balle en présage des 12 autres, bon, etc. Donc, mais je pense que c'est quand même très intéressant, de façon beaucoup plus large encore, pour ce que même nous disions dans la première partie de l'émission, que on réhabilite ce qu'on appelle toujours ces périodes si sombres de notre histoire. Je dis, moi, dans ces périodes si sombres de notre histoire, il s'est passé des choses merveilleuses. Mais savez-vous, il s'est passé des traits d'héroïsme. Mais On ne parle jamais des préfets qui ont été admirables. Ils ont été, Et les maires. Et les maires. Et si Pétain était parti, beaucoup auraient suivi son exemple. Bien sûr. C'est dans la mesure où il restait. Oui. Mais un fait qui est ignoré, c'est qu'après le 8 novembre 1942, au moment du débarquement, le grand rabbin Hirschler s'est précipité à Vichy pour essayer de rencontrer Laval et Pétain et les supplier de ne pas partir. Et il a rencontré Guérard, qui a reçu parce que Laval était vite allé rencontrer Hitler pour éviter des exactions. Et Guérard l'a rassuré, et le grand rabbin a dit « Je suis rassuré. Pour moi, tous les Juifs sont mes enfants, mais je connais bien M. Laval, et je sais ses difficultés. Les Juifs français n'oublieront jamais ce qu'il a fait pour eux. » J'aimerais qu'ils l'entendent. J'aimerais qu'ils entendent cette phrase. Les Juifs français, n'oublieront jamais ce que M. Laval a fait pour eux. Voilà. C'est le grand rabbin qui dit ça, en novembre 1942. Donc, ouvrez les livres, ne vous contentez pas des manuels, ne vous contentez pas des disques rayés. Il a eu parmi ses avocats, Laval, il a eu une toute jeune avocate qui s'appelait Crémieux. Oui. Et c'est elle qui lui a apporté le poison qu'il avait demandé. Cyanure. Le cyanure. Oui. Donc il y en a qui n'avaient pas oublié. Il y en a qui le savaient. Et il y en a qui... je me souviens ici, c'est pas Laval, c'est Pétain, mais je me souviens ici François-Georges Dreyfus, oui, disant, nous... François-Georges Dreyfus, il était juif et protestant. Il était plus protestant que juif. Oui. Mais il disait... donc il avait... mais il savait très bien les choses. Il disait, nous, on priait, tous les soirs en famille, on priait pour le maréchal. Oui. Parce que le maréchal nous protégeait. Et oui, je vous dis, c'est... Moi, je suis... Il nous reste 1 minute. Alors, il faut faire la conclusion. Mais vous l'avez, la conclusion. La conclusion, nous le savons très bien, c'est qu'il fallait les deux. Et pour moi, la faute du général, c'est par orgueil d'avoir refusé la concertation que n'a cessé de lui proposer le maréchal. Surtout avec au fond à la fin même. Mais jusqu'au bout, même à Morvillard, encore avec la Châtelaine. Il y a les preuves, je l'écris. Et si Rémy fait ce changement à la fin, puisque Rémy va faire une révolution, il va devenir maréchaliste, et il va publier dans Carrefour, à l'indignation de Gaulle et tous les gaullistes, le colonel Rémy demande pardon au maréchal Pétain. Et il met le portrait de Pétain chez lui à côté du portrait de Gaulle. Voyez, parce qu'il a compris. Et il a dit un jour, le nom de Pétain figurera en lettres d'or dans l'histoire de France. Merci. Voilà, c'est parfait.